Bonjour à tous, bienvenue sur Ninon Petra Studio, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui j'avais envie de démarrer une nouvelle série sur cette chaîne. J'aimerais vous parler davantage des styles de déco qui sont les plus influents de nos jours. Je pense que c'est très intéressant de connaître l'histoire de ces styles et leurs points forts, mais aussi de comprendre un peu comment ils ont muté à travers les époques. On va commencer aujourd'hui avec le design scandinave qui est pour moi vraiment un pilier de la décoration d'intérieur actuelle. C'est un style qui est adapté aux réalités contemporaines et qu'on apprécie tous pour son aspect naturel, minimaliste et élégant. En général, c'est un style qui fait l'unanimité et qui n'en finit pas de convaincre. Alors vous allez voir dans cette vidéo que l'histoire du design scandinave ne date pas d'hier, puisque ça remonte à peu près à milieu 19e siècle. Donc l'idée aujourd'hui c'est vraiment de vous retracer les grandes lignes du design scandinave. Je ne vais bien sûr pas pouvoir rentrer dans tous les détails, vous citer tous les designers et toutes les pièces phares de ce style. Néanmoins je vais essayer d'illustrer mes propos avec quelques visuels assez parlants, donc j'espère que ça va vous plaire. La première chose à savoir c'est que lorsqu'on parle de design scandinave, on inclut généralement le style finlandais, danois et suédois, et vous allez voir qu'ils ont tous les trois des histoires qui se chevauchent et qui se ressemblent un peu. On va donc commencer avec la Finlande. Donc d'une manière générale, les Finlandais sont un peuple qui sont très proches de la nature. Ils ont une relation toute particulière avec leur environnement et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans leur artisanat. Ça se traduit notamment par un grand respect pour les matières naturelles, mais aussi par un goût prononcé pour les courbes naturelles et organiques. Si on remonte au 19e siècle, à l'époque, la Finlande était un environnement assez hostile et le peuple devait constamment lutter contre de nouveaux envahisseurs. C'est vraiment ces facteurs-là qui ont créé un attachement aux traditions, mais aussi une volonté d'affirmer leur identité culturelle. Au milieu du 19e siècle, on voit apparaître le romantisme naturel. Donc c'est un courant artistique qui globalement s'inscrit dans l'art nouveau. Donc c'est un vrai mélange d'influences locales et internationales qui est incarné par Eliel Saarinen. C'était l'architecte du pavillon finlandais à l'Expo universelle de 1900 à Paris. Et ensuite il a été président du Cranbrook Academy of Art où il a vraiment enseigné les principes humanisme du design scandinave. Dans les années 50, il y a toute une flopée de créateurs finlandais qui sont en plein essor. Pour la plupart, ce sont des noms compliqués à prononcer, donc s'il vous plaît, ne m'en voulez pas, je vous les écris juste ici. Et c'est à cette époque-là que le design finlandais passe vraiment au niveau supérieur. On assiste à un vrai succès international, notamment avec l'Expo des Triennales de Milan. Je vais maintenant vous parler de la Suède qui a suivi plus ou moins le même cheminement. Déjà en 1845, il y a la création de la Société suédoise des arts et de design industriel. Donc c'est la première association de designers au monde et leur but c'est vraiment de valoriser l'artisanat, l'art, de faire progresser la culture. Et ils montrent aussi que le design a vraiment sa place dans une société puisqu'il se place comme catalyseur du changement social. À la fin du 19e siècle, il y a aussi une grosse influence du courant Arts and Crafts anglais. Donc là, on est vraiment sur un retour vers la ruralité, la simplicité. On remarque un fort intérêt pour la culture paysanne et les racines de leur pays. Et si je dois citer un seul icône pour cette période, ce serait le couple Karin et Karl Larsson, qui à l'époque décoraient des maisons dans un style très simple et modeste. À l'époque, on était encore dans un refus de la société industrielle qui commençait vraiment à prendre de l'ampleur en Suède. Et on remarque que l'idée de la simplicité comme principe de beauté commençait vraiment à s'imposer. Au début du XXe siècle, en Suède, on voit aussi apparaître le design pur, fonctionnel et harmonieux qui est directement inspiré par les valeurs morales de leur religion. Donc ça s'appelle le luthérianisme. C'est une religion hyper humaniste, mais du coup on est vraiment sur un réel désir de produire des objets qui coïncident avec les besoins actuels des gens. D'ailleurs c'est aussi cet humanisme qui leur a permis de construire un système de protection sociale qui fait partie aujourd'hui d'un des systèmes les plus généreux au monde. Donc ils sont vraiment dans cet état d'esprit que de vivre dans un bel environnement, ça nous rend plus heureux et plus gais au quotidien. Donc après la guerre, ce courant fonctionnaliste commence vraiment à être critiqué par les Suédois qui parlent de manque d'originalité, de personnalité et de froideur. Mais à ce moment-là, tout le monde est quand même d'accord sur le fait qu'il faut commencer à industrialiser les productions. On commence donc à avoir les premières fabrications artisanales qui sont ensuite déclinées en séries de meubles. Donc à ce moment-là aussi, vers les années 40-45, on voit aussi beaucoup plus de formes très fluides et organiques arriver. On en a vraiment fini avec les formes très droites et strictes de l'avant-guerre et on parle d'une transition d'un fonctionnalisme géométrique à un modernisme organique. Aujourd'hui, on peut affirmer que c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début de l'industrialisation qui a permis au design suédois de s'épanouir. En quelques années, on est quand même passé d'un pays qui avait une économie très pauvre basée sur l'agriculture à un pays industrialisé avec des systèmes sociaux admirés et enviés. On passe maintenant au Danemark qui est vraiment le fer de lance du design scandinave. Donc comme ses voisins, avant 1950, c'était un pays qui était assez pauvre, qui reposait principalement sur l'agriculture et l'artisanat. Et après la guerre,
comme les autres pays, il y a eu une vraie reprise économique et industrielle. Leur avantage à eux, ça a été qu'ils ont repris des modèles anciens qui fonctionnaient très bien et qu'ils ont pu les industrialiser avec des productions de super bonne qualité. On retrouve aussi beaucoup de formes organiques, l'influence également des arts and crafts. Au Danemark, on a aussi cette recherche constante de la forme idéale, le but étant de manier l'ergonomie, la fonction et l'esthétique pour proposer un objet parfait. Et déjà aux alentours des années 50, on avait des propositions qui étaient très abouties dans cette idée-là. Le pionnier du design danois, c'est Kåre Klint. Je ne sais pas si je prononce très bien son nom, mais c'est un designer pluridisciplinaire qui avait vraiment des recherches tournées vers la normalisation des meubles. On peut dire que c'est vraiment lui qui a esquissé les codes du design danois avec une pensée qui est totalement tournée vers l'humain, la fonctionnalité, l'usage. Il a vraiment rationalisé les besoins et établi des normes dans le design. Donc par exemple la taille des meubles, leur hauteur, leur profondeur, vraiment toute cette démarche dans le but que ce soit fonctionnel et ergonomique pour l'utilisateur. En 1950, c'est aussi lui qui marque un petit peu la transition des arts décoratifs danois jusqu'au design danois. Après, je pense que je pourrais m'épancher pendant des heures sur son travail, mais en 10 minutes, ça va être compliqué. Entre les années 50 et 70, il y a une grosse émergence de designers danois. Donc, je vous mets quelques noms ici, j'en suis sûre que vous en connaissez quelques-uns, puisque c'est des designers qui sont encore cultes aujourd'hui et c'est des meubles qui sont encore réédités. À l'époque, c'est aussi des designers qui ont eu une grande influence sur l'Europe, puisqu'à partir de 1950, il y a eu un véritable attrait pour les pays scandinaves, notamment pour leur lifestyle, leur système scolaire, leur architecture et leur design. Donc vous pouvez voir que ces trois pays ont des histoires à la fois distinctes et proches, avec de grands designers dans chaque pays. Après, c'est vraiment à partir de 1930 qu'on commence à parler de design scandinave, notamment en France avec l'exposition universelle de 1925. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de design scandinave, on a tendance à mettre un peu les trois pays dans le même sac, puisqu'ils ont des ambitions et des valeurs qui vont dans la même direction. Donc on remarque qu'ils s'inspirent tous les trois très fortement du modernisme. Il y a aussi ce point commun autour de la nature qui est une grande inspiration pour eux et qu'on retrouve en permanence à travers les matériaux. Et pour finir, on retrouve tout le temps cette envie de répondre aux besoins des consommateurs en s'adaptant à leur mode de vie. On a vraiment ce désir d'ergonomie et de fonctionnalité entre l'habitat et son habitant. Et ça, je trouve que c'est vraiment les points clés aujourd'hui du design scandinave. C'est un style qui est énormément apprécié aujourd'hui puisque bien sûr, il y a le côté un peu vintage et intemporel. Et c'est un style qui a vraiment su évoluer avec son temps, grandir et s'adapter aux mentalités et au lifestyle des consommateurs. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je voulais passer un peu plus sur le côté pratique et décoratif. Donc j'ai envie de revenir un petit peu sur les éléments et les points clés qui constituent le design scandinave. L'utilisation des couleurs, c'est aussi un point sur lequel le design scandinave se démarque vraiment. On a cette omniprésence du blanc qui est symbole de pureté qu'on retrouve beaucoup sur les murs et sur les grandes surfaces. On a aussi des variantes avec des couleurs très claires, très douces. Ça peut être des couleurs un petit peu chaudes pour réveiller les ambiances. Mais dans l'idée, on est vraiment sur une gamme de couleurs assez neutre. Donc vous l'aurez compris, le matériau de référence, c'est bien le bois qui est omniprésent sur la plupart des objets. Aujourd'hui, les essences qui sont le plus utilisées, ce sont le bouleau, le pin et le chêne qui sont des essences locales, résistantes mais aussi esthétiques. On voit aussi pas mal de teck sombre qui est, je crois, importé d'Indochine. Donc ça, c'est quelque chose qui est très typique des années 1950. Le bois, c'est un matériau qui est aussi intéressant puisqu'il permet d'apporter de la texture à travers tous ces nœuds et ces aspérités. On voit aussi pas mal de cuir qui est utilisé sur les assises des fauteuils et sur certains objets. Et après, dans les années 60, on remarquera aussi l'arrivée du rotin qui fait également son grand retour depuis quelques années dans nos intérieurs. Le design scandinave, c'est aussi représentatif d'une certaine douceur. Donc ça va passer par des textiles comme la laine, donc des matériaux assez doux, assez dufteux, qu'on peut retrouver sur les tapis, sur les coussins, sur les plaids. Au niveau des lignes du mobilier, que ce soit pour les créations suédoises, finlandaises ou danoises, on est vraiment sur cette idée de fluidité, de courbe. Ce sont des formes sobres, épurées et ergonomiques qui sont facilement reconnaissables. Il y a un point très important aussi dont je tenais à vous parler, ce sont les sources lumineuses. Il faut savoir que dans le design scandinave, ils n'ont pas du tout l'habitude d'avoir une seule lumière qui éclaire la pièce, mais plutôt une multitude de petites sources de lumière qui peuvent être cachées derrière des plantes, sur une étagère. Ça permet vraiment d'amplifier ce côté chaleureux et douillet. Et d'ailleurs, il y a énormément de designers danois qui sont célèbres aujourd'hui pour leurs luminaires. Je pense notamment à Werner Panton et Poul Henningsen qui sont mes deux favoris. Si c'est quelque chose qui vous intéresse davantage, je vous invite à aller consulter ma vidéo sur le Hygge, donc qui est l'art de vivre à la danoise, où je vous parle un petit peu plus en profondeur de l'utilisation des sources lumineuses dans votre intérieur. Donc pour finir, le style scandinave, c'est vraiment un design qui est empreint d'histoire et de référence.
C'est toujours d'actualité aujourd'hui et ce qui est top c'est que c'est un design qui s'adapte vraiment aux petites surfaces puisque par l'aspect minimalisme on va vraiment essayer de rationaliser l'espace et d'optimiser la circulation des énergies. Alors aujourd'hui la grande distribution c'est vraiment approprier le style scandinave et c'est malheureusement souvent au détriment de la qualité. Donc si je dois vous donner un seul conseil aujourd'hui, si le design scandinave c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous conseille de vous rendre en brocante, chez Emmaüs, en vide-grenier, tout ce que vous voulez, mais plutôt d'essayer de trouver ces meubles-là d'occasion. Vous aurez à la fois les belles courbes scandinaves et l'authenticité qui va avec. J'attends vraiment vos retours sur cette vidéo. Si c'est une thématique qui vous a plu, j'aimerais bien peut-être revenir dans un deuxième épisode avec plus des conseils pratiques sur comment intégrer le design industriel chez vous. Avant de vous quitter, je tiens vraiment à remercier Rikke Jacobsen qui est docteur en histoire de l'art, qui est diplômée de la Sorbonne et qui a publié une thèse sur le mobilier en bois après la Seconde Guerre mondiale. C'est un support qui m'a beaucoup servi pour la création de cette vidéo, donc bien sûr je vous mets sa thèse dans la barre d'infos. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Nino Petra Studio, je vous invite à le faire tout de suite et on se retrouve donc dimanche prochain pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite donc de passer une très bonne semaine. À bientôt!